Dans son film Le Mur du son, David Lean nous a montré ce qu'était, dans l'immédiate après-guerre, un essai de passage à Mach 1, la vitesse du son. Sur le tableau de bord, le Mach-mètre. Il indique le rapport entre la vitesse de l'avion et la vitesse du son. Mach 1, la vitesse du son. En ce temps-là, un exploit irréalisable. Tout avait commencé une quinzaine d'années plus tôt en Amérique. À la suite des travaux du docteur Goddard, on se mit à essayer toutes sortes de fusées. Mais le patin à glace et à réaction, ça ne mène pas loin. 1929. Fritz von Opel, le célèbre constructeur allemand d'automobiles, fait essayer à Francfort un planeur muni de 16 fusées. Après plusieurs tentatives, l'engin finit par atteindre une vitesse de 150 à l'heure. Ce n'est pas un succès. Mais parmi les ingénieurs qui ont travaillé sur le projet, il y avait déjà le fameux professeur Lippisch, qui dessinera en 1941 le Messerschmitt 163 Comet. 1000 km/h. Une menace pour les Alliés, mais aussi pour les pilotes. La technique de l'avion-fusée était encore aléatoire. Les Russes vont en faire l'expérience. Le pilote d'essai Bakhchivanji se prépare le 15 mai 1942 à décoller pour la première fois un avion-fusée. Encore quelques instants, et Bakhchivanji va mourir. Tout cela était trop dangereux. Il fallait trouver autre chose. Deux Italiens, le constructeur Caproni, l'ingénieur Campini, trouvent en 1940 cette solution. Un moteur entraîne une hélice qui tourne à l'intérieur de l'avion, derrière le pilote. On injecte du carburant dans le souffle de cette hélice, on l'enflamme, on obtient une poussée. Très insuffisante. Ce qu'on cherche dans le monde en guerre, c'est aller plus vite que l'adversaire. Jusqu'ici, on ne connaissait que l'hélice, qui se vrille dans l'air, à la manière d'un tire-bouchon. La fusée, c'est un cylindre, fermé à un bout, qui contient un explosif, à poudre ou gaz liquide. Boum, et ça part violemment vers l'arrière. On a vu comment l'avion-fusée partait aussi violemment vers l'avant. L'invention capitale, ce sera le turboréacteur, qui mérite bien ce petit schéma. Un cylindre. L'air entre par là et sort par la tuyère. Un compresseur, avec des ailettes. Un petit moteur qui sert au démarrage. Il fait tourner le compresseur. Un axe rend solidaire le compresseur d'une turbine. Entre les deux, des chambres de combustion, des cylindres plus petits dans lesquels on injecte du pétrole. Un système d'allumage pour enflammer le mélange d'air et de carburant qui passe dans les chambres. Voilà comment ça fonctionne. Le moteur lance le compresseur. L'air passe dans les chambres, se charge de pétrole, explose. Puis il se détend fortement, passe violemment à travers la turbine. Il provoque une poussée qui fait avancer l'avion. Mais il fait aussi tourner la turbine, qui fait elle-même tourner le compresseur. C'est un vrai mouvement perpétuel. Les véritables pionniers des réacteurs furent les Anglais. Frank Whittle a pris son premier brevet en 1930. Avec la guerre, Whittle et son équipe mettent les bouchées doubles. Mais ces premiers turboréacteurs sont encore des monstres. La technologie des métaux supportant les très hautes températures des turbines est mal connue. Frank Whittle ne se décourage pas. Il met au point un réacteur de 850 kg de poussée.
qui équipe le premier avion à réaction anglais, le Gloster E-28-39. Le 15 mai 1941, le Gloster décolle pour la première fois. Sa puissance est trop faible. Il ne dépasse pas 450 à l'heure. Il est vite abandonné. Plus d'un an après seulement, décollait le Messerschmitt 262, le 18 juillet 1942. Lui aussi, il manquait de puissance, avec ses deux réacteurs jumeaux 004 de 450 kg de poussée. C'est pourtant avec lui que les pilotes allemands vont se lancer fin 1944 dans la bataille. Après la guerre, quelques pilotes alliés pourront essayer le Messerschmitt 262, parmi lesquels Pierre Klosterman. Le décollage était effrayant, car on voyait le bout de la piste qui arrivait, et ça n'accélérait pas. Et il n'y avait rien à faire, on ne le voyait pas accélérer. Alors, on se disait, va-t-on décoller? Et puis finalement, on décollait tout mou, à peine accroché à ses réacteurs. Mais dès qu'il avait accéléré, il était réellement comme un projectile arrivant à sa vitesse de croisière. Alors à ce moment-là, il devenait vivant, il répondait aux commandes. C'était une chose absolument admirable. J'en ai vu en combat aérien 2 fois. Eh bien, les 2 fois, tu as l'impression de voir une comète passer devant nous. Il avait démontré, mais trop tard, la supériorité absolue de l'avion à réaction sur les chasseurs à hélice. Trop tard aussi pour le Gloster Meteor, le premier chasseur anglais à entrer en service au début de 1945. Mais tout de suite, le Gloster Meteor va marquer une date dans l'histoire de l'aviation. Le 7 novembre 1945, il bat le record du monde de vitesse sur base. 976 km/h, 250 km/h de plus que le précédent record d'avant-guerre. C'est cela le bond en avant de l'avion à réaction. Les Américains étaient en retard. Ils avaient bien réussi à sortir leur premier avion à réaction, le Bell P-59 Era Comet, en 1942. L'avion, pâteau, lent, ne répondit pas à leurs espoirs. Mais dès juin 1944 apparaît le Lockheed P-80 Shooting Star, l'étoile filante. Il bat le record de vitesse du Météore, 1003 km/h. Dans cette course à la vitesse, les Russes vont-ils être distancés? C'est le grand Alexandre Yakovlev qui est chargé de construire le premier avion à réaction soviétique. Le pilote d'essai Mikhail Ivanov va tenter le premier vol le 24 avril 1946. C'est le Yak-15, un Yak-3 avec un réacteur allemand jumeau 004 sous le fuselage. Il va exploser en bout de piste. Le Yak-15 sera pourtant construit en série et équipera les escadrilles de l'URSS et des démocraties populaires. En France, on en était encore à la récupération. Des milliers d'épaves d'avions allemands jonchaient les aérodromes détruits. Dans les usines en ruine, il fallait d'urgence reprendre le travail. 11 novembre 1946, une date, un exploit. Le premier vol du SO-6000 Triton. Ça n'est vraiment pas mal. 6 mois seulement après les Russes, le premier avion à réaction français volait. Il était suivi presque aussitôt par un étonnant prototype, l'Espadon, 1000 km/h. Voilà, l'âge de la réaction était là. On pensait maintenant au mur du son. Qu'est-ce que c'est? Une barrière que rencontraient les pilotes quand ils volaient à plus de 1000 à l'heure. Le son se propage à environ 1220 km/h. Lorsque l'appareil approche cette vitesse, il se met à trembler, à vibrer. Les commandes se durcissent. On ne savait pas pourquoi. On le sait aujourd'hui. Il se produit autour de l'avion une onde de choc. À l'époque, on cherchait à comprendre. Pour cela, il fallait y aller, essayer des avions de plus en plus rapides. Les Anglais vont les premiers affronter le mur du son avec le de Havilland DH-108 Swallow,
l'Hirondelle, un appareil expérimental. Le 15 mai 1946, il se prépare pour son premier vol. M. de Havilland est l'un des plus célèbres constructeurs d'avions du monde. Mais il ne peut voir sans appréhension le pilote d'essai monté dans cette machine inconnue. Ce pilote d'essai, c'est son fils, Geoffrey de Havilland. M. de Havilland avait 2 fils. Le premier s'était tué sur le prototype du Mosquito. Le second, Geoffrey de Havilland, va se désintégrer sur le DH-108 au-dessus de la Tamise le 27 septembre 1946. Alors que se passa-t-il? M. de Havilland fit reconstruire un autre avion pour un autre pilote d'essai, un héros de la guerre, John Cunningham. Qu'est-ce qu'il pouvait éprouver? Et qu'avait pu éprouver M. de Havilland? C'était un père, mais c'était aussi le fondateur de la firme de Havilland. Un homme remarquable. Il a accepté la mort de son fils comme une de ces dures épreuves que l'on ne peut éviter quand on est un pionnier du développement des avions. Les Américains ont décidé d'être les premiers à passer le mur du son. Ils ont construit un avion-fusée, le Bell X-1. Pour économiser le carburant, il décolle suspendu sous un B-29. 14 octobre 1947. À 5000 mètres au-dessus de la base de Muroc, en Californie, un signal retentit dans le B-29. Le pilote du X-1 doit rejoindre son engin. Il a 24 ans. Il s'appelle Charles Yeager, Chuck pour les copains. C'est un homme du Sud, un Virginien. Un ancien pilote de chasse. Il a remporté 12 victoires. Il a été abattu. Il a été sauvé par une filière de la résistance française. Il se glisse dans l'habitacle étroit de l'avion. Pas de siège éjectable. Oui, vraiment, en ce temps-là, il fallait beaucoup de courage pour faire ce métier. La gorge serrée, Chuck Yeager attend le moment fatidique. Le moment du largage. C'est parti. L'avion dispose de 2 minutes et demie de carburant. Il faut avoir des réflexes rapides. Chuck Yeager allume ses 4 fusées. Une poussée de près de 3 tonnes amène le Bell X-1 à 8000 mètres en 1 minute. Alors là, du sol, on ne voit plus que la mince traînée de condensation. Soudain, on entend un bruit inconnu. Pour la première fois, on vient d'entendre la détonation du passage du mur du son. Chuck Yeager redescend en vol plané. Il se paye au passage un tonneau, comme du temps où il était dans la chasse. Un tonneau de victoire. Chuck Yeager est devenu le premier homme à avoir passé le mur du son. Chuck Yeager. Alors vous avez chanté « C'est moi le premier » ? Non, non. Ce n'est pas ce qu'on peut croire. Quand j'ai vu l'aiguille du Mach-mètre sauter et que j'ai su que j'avais passé l'onde de choc, j'ai eu un sentiment de plénitude. C'est ça. Après toute cette série d'essais qui avait été très durs. Ce n'est pas que j'avais peur, mais je m'inquiétais un peu quand même pour l'avion. Je pouvais perdre le contrôle. C'est ce qu'on avait envisagé, que je pouvais passer sur le dos ou piquer brutalement. Dès que je suis sorti de la vitesse supersonique, j'ai eu un grand sentiment de soulagement, vraiment. Le premier Européen qui franchira le mur du son sera l'Anglais John Derry, le 6 septembre 1948. John Derry, le plus jeune et le plus sympathique de tous les pilotes d'essai. 4 ans après, jour pour jour, il va rééditer son exploit en public à Farnborough le 6 septembre 1952. Devant plusieurs centaines de milliers de spectateurs, John Derry décolle à bord d'une version à aile en flèche du fameux de Havilland Vampire. La technique de passage du mur du son à l'époque est toujours la même. Et c'est John Derry qui l'explique au micro. Je monte d'abord très vite, le plus haut possible. Je bascule en piqué. J'atteins la vitesse du son. Attention, bang!
et l'avion de John Derry explose. À 1000 à l'heure, les morceaux d'acier ont percuté la foule. 63 victimes. Roger Carpentier, le 13 novembre 1952, sera le premier pilote français à passer le mur du son, à bord d'un Mystère. Lui aussi, il va mourir, en essayant un autre avion, comme Kostia Rozanov, un merveilleux pilote. On n'en finirait plus de citer tous les morts. Un lourd tribut payé dans cette course frénétique à la vitesse. Nous avons perdu beaucoup de pilotes d'essai en ce temps-là. Parce que nous n'avions aucune espèce de simulateur, pas de vrais essais de soufflerie. Nos méthodes étaient empiriques. Je crois que nous avons perdu 18 pilotes. Toutes les avenues et les pistes de la base portent leur nom. Alors on va s'efforcer dans le monde entier de mieux connaître les réactions des avions et surtout des pilotes. Essai anglais. Un volontaire est transformé en cobaye. Il est ensuite installé dans une centrifugeuse, soumis à des accélérations inouïes, les mêmes qu'il doit rencontrer dans les manœuvres très haute vitesse. Le G, c'est la mesure de l'accélération. 1 G, c'est la traction terrestre normale. À 5 G, le pilote pèse 5 fois son poids. Et c'est américain. C'est fou ce que le corps humain peut supporter. Et c'est soviétique, avec le pilote Chelianov. Résultat de tous ces essais, les pilotes seront vite équipés de combinaisons spéciales qui les protégeront. Il faut ensuite assurer leur survie en cas de panne ou d'accident. Un seul moyen, le siège éjectable. Une cartouche de poudre doit projeter le pilote hors de l'avion en perdition à grande vitesse. Le pilote déploie d'abord un rideau au-dessus de sa tête pour se protéger de la pression de l'air. On multiplie les essais sur des rails verticaux, puis sur des avions spécialement équipés. On perfectionne le système. Le pilote peut sauter verrière fermée. Il pourra même sauter d'un avion volant sur le dos. Et les essais continuent. Les prototypes se succèdent. Toujours plus vite. Voici qu'apparaît en France une famille d'appareils révolutionnaires. Les avions Leduc. René Leduc, 50 ans, a inventé quelque chose d'entièrement nouveau. Il a dessiné, construit, avec un acharnement et une ténacité maniaque, cet engin. Aujourd'hui, pour nous parler de son avion, le meilleur des spécialistes, le fils de René Leduc. C'est le 010, c'est le premier. C'était le plus beau d'ailleurs, mon père l'aimait beaucoup. C'est un avion en ligne merveilleuse. Le pilote était installé dans cette cabine en plexiglas que vous pouvez voir. Il avait une vision assez limitée. Il fallait de sacrés pilotes pour monter dans un tel appareil. Il y avait 2 hublots de côté pour des visions latérales, ainsi qu'un hublot dessous. La cabine, toute cette partie était tenue par une ceinture et était entièrement largable. C'est-à-dire que le pilote n'avait pas besoin de sauter en parachute, c'était la cabine elle-même qui servait de parachute et il arrivait au sol dans sa cabine. On voit là des ailes extrêmement minces, profil laminaire, et qui pourtant contenaient 1000 litres de pétrole. Le train d'atterrissage, très simple, qui n'avait qu'une seule fonction, c'est de sortir. Puisque l'avion ne décollait pas par ses propres moyens, il était emmené en altitude sur un Languedoc, un quadrimoteur, et largué à une vitesse de 300 à l'heure. C'est à cette vitesse que le pilote pouvait commencer à se propulser par ses propres moyens. Et le fameux moteur, cette fameuse tuyère, tout le secret est là-dedans. Vous allez voir quelle simplicité était cet avion. Il n'y avait aucune pièce en mouvement. Pour bien comprendre, il faut passer sur l'arrière de l'appareil, au cône de sortie. Vous allez pouvoir regarder
à l'intérieur et vous apercevrez qu'il n'y a rien. Rien du tout. C'est ça le secret. La tuyère thermopropulsive, le statoréacteur. Des brûleurs concentriques injectent du pétrole dans le courant d'air de ce tuyau de poêle. Encore faut-il qu'il y ait un courant d'air. C'est pour cela qu'on amène le Duc sur un quadrimoteur jusqu'à une vitesse de 300 à l'heure. Là, c'est le largage, l'allumage du pétrole dans le tuyau. On obtient une poussée instantanée de près de 2 tonnes. L'avion fonce vers le ciel, 900 km/h. René Leduc fait voler successivement 4 prototypes différents. Puis pour se libérer de la suggestion d'un avion porteur, il construit le 022, un réacteur et tuyère thermopropulsive. Décembre 1956, le 022 décolle par ses propres moyens. Quel magnifique avion! Très largement supersonique, il aurait pu sans doute donner une avance décisive à l'aviation française. Il se trouva un gouvernement pour décider l'abandon de l'avion. Pour le Duc, c'était fini. Les 2 fils et la femme de René Leduc étaient avec lui lorsqu'il a reçu la lettre du secrétaire d'État à l'air le 15 février 1958 qui annonçait la fin des essais. Ah, monsieur, ça a été épouvantable. Je crois que ça l'a vraiment tué. Papa disait sur la fin de sa vie, il nous disait, et ça le rendait très triste, il me disait, tu vois, dans la vie technique, c'est comme dans la vie tout court, c'est toujours les microbes qui gagnent. Pourtant, la formule avait donné de très bons résultats avec d'autres avions, comme le Griffon, construit à la même époque par Nord Aviation en France. À son bord, André Turca va passer le mur du son en montée, voler à Mach 2, 2 fois la vitesse du son. Eh bien, le Griffon, lui aussi, sera abandonné. Les constructeurs français s'épuiseront à essayer d'autres formules beaucoup plus discutables, comme le Trident, intercepteur à fusée. Pendant ce temps, les Américains continuaient leur série des X. Le Bell X-2, le 23 juillet 1956, atteint 3000 km/h, le mur de la chaleur. À ces vitesses, les revêtements se déforment, le métal commence à fondre. Le Douglas X-3 Stiletto, la dague volante, 3 fois supersonique. Le Northrop X-4, il essaye la formule des avions sans queue. Le Bell X-5, il explore le domaine des ailes à géométrie variable. Toutes ces recherches ont en fait un but militaire. Dans toute cette période dominée par la guerre froide, il faut mettre au point, le plus vite possible, le chasseur le plus rapide et le plus efficace. L'une des plus importantes leçons que nous avons tirées de l'expérience du X-1 a été la découverte de la gouverne de profondeur à incidence réglable. Il fallait pouvoir changer l'angle de la queue aux approches de la vitesse du son. La raison pour laquelle je dis que c'est très important, c'est que pendant la guerre de Corée, nous avions trouvé ça et nous avons construit les chasseurs sabres, les F-86, avec cette nouvelle gouverne. Corée 1950-53. Un nouveau chapitre de la guerre aérienne, le combat entre chasseurs à réaction. Le North American F-86 sabre vole à 1000 à l'heure. Mais il emporte encore un armement des plus classiques, 6 mitrailleuses de 12-7. L'intéressant pour l'histoire, c'est que les pilotes de la guerre précédente, qui avaient combattu les Messerschmitt ou les Zéro, vont se retrouver en Corée. Ainsi, Francis Gabreski, l'as de la guerre, 28 victoires. Il va reprendre du service. Il remportera 6 autres victoires. C'était un type de guerre entièrement nouveau. Quand on attaquait de face, ça arrivait souvent, si on décidait de tourner, de faire un cercle autour de l'ennemi,
Cela vous prenait à peu près 45 km à des altitudes de plus de 10 000 mètres. Pourtant, la phase finale du combat était toujours la même. À 1000 à l'heure, les sabres se retrouvaient dans la queue de leurs adversaires et tiraient à la mitrailleuse, comme avant. Les sabres vont ainsi abattre 700 MiG-15, des chasseurs de fabrication russe, pour 80 sabres abattus. Pourquoi une telle supériorité? Les Américains et leurs avions étaient-ils tellement meilleurs que leurs ennemis? Les pilotes chinois. Des pilotes chinois, il y en avait, mais il y avait aussi des instructeurs russes. D'ailleurs, à mon premier combat, je suis sûr d'avoir rencontré des pilotes russes. C'est très évident pour moi parce qu'ils étaient très agressifs, qu'ils n'ont fait qu'une passe d'attaque et qu'ensuite ils se sont échappés. Vous affirmez qu'il y avait des pilotes russes en Corée? Il y avait des pilotes russes dans certains avions que nous avons rencontrés. Ils n'étaient pas tous nord-coréens ou chinois. D'ailleurs, sur certaines fréquences à la radio, on pouvait entendre les appels en russe. Pour les pilotes russes, comme pour les Américains, la Corée, c'était un banc d'essai. Leur avion, c'était donc le MiG-15. Un mélange de recherche allemande, de réacteurs d'origine anglaise et d'une construction typiquement soviétique, c'est-à-dire rustique et solide. Il est suivi par les MiG-17 et 19, nettement supersoniques, et le Sukhoi 7. Enfin, voici qu'apparaissent en 1956 les Sukhoi 9 et le MiG-21. Il vole à Mach 2. Le MiG-21, un remarquable appareil qui est présenté officiellement à Khrouchtchev, accompagné du constructeur de l'avion Mikoyan. On verra les MiG-21 en action dans une autre guerre, celle du Vietnam. Avec eux, les pilotes vietnamiens, après leur entraînement en URSS, remportent des succès appréciables. Ainsi, le Tan Dao, 25 ans, 13 victoires. Il a survécu à la guerre. L'arme de l'avion, maintenant, c'est le missile. Ici, des Ki-13 Atoll, de fabrication soviétique. C'est avec eux que les MiG vont affronter leur redoutable adversaire américain, les McDonnell Fantôme. Un combat, 2000 à l'heure. Le Fantôme a repéré sa cible par radar. À 2 km de l'ennemi, il lâche une fusée Sidewinder, un engin diabolique, avide de chaleur, qui se précipite vers les flammes de la tuyère des avions adverses. Le combat aérien est devenu un fantastique duel supersonique d'ordinateurs, de radars, d'électronique. Un des pires adversaires du MiG sera un avion français, le Mirage 3. Depuis sa sortie des usines Dassault en 1955, le Mirage a été produit à plus de 1300 exemplaires, le plus grand succès de l'industrie aéronautique française. 23 pays l'utilisent. Mais c'est surtout Israël qui va donner au Mirage son extraordinaire renommée. Dans 2 guerres successives, les pilotes juifs vont faire un carnage des MiG de l'aviation arabe. Étrange rencontre que celle d'une frêle jeune femme et de ce terrible avion, Jacqueline Auriol. Un jour, à bord de ce Mirage, elle a voulu battre le record du monde de vitesse sur 100 km en circuit fermé. Istres, 14 juin 1963. C'est la dernière tentative de record de Jacqueline Auriol. Le dernier épisode d'une lutte de 10 ans contre sa grande rivale américaine, Jacqueline Cochrane. Jacqueline Auriol. En 1949, elle avait été victime d'un accident effroyable. 1 an d'hôpital, une série longue et pénible d'opérations. Mais elle n'avait pas abandonné. Elle était devenue pilote d'essai. Un club pourtant très fermé, réservé aux hommes, n'est-ce pas? Les hommes,
ils étaient autour d'elle, attentifs à son service. Toute une équipe qu'il adorait. Ceux du centre d'essai en vol, mécanos, spécialistes, ingénieurs d'essai. Ok, vérifiez aérofrein. Les essais d'aérofrein sont faits. Bonne vitesse autorisée à rouler. La mise des gaz. La mise des gaz complète. La post-combustion. Et le lâcher des freins. Jusqu'à 38 000 pieds de chacun. Mach 1. Que ressent-elle au-delà de la vitesse du son? C'est la joie d'avoir dans la main quelque chose de... Enfin, d'exercer soi-même une impulsion et de faire obéir comme ça, tant de puissance. Ça, c'est peut-être plus agréable encore pour une femme que pour un homme, j'en sais rien. Enfin, moi, je n'ai jamais exercé beaucoup mon autorité sur les êtres, mais j'avoue que l'exercer sur les avions, ça a toujours été merveilleux. 2038 km/h, record battu. Retour à la base, avec un record de plus. Un jour, sans doute, on s'étonnera de notre étonnement. Comment une faible femme dans ce monstre d'acier, et pourquoi pas? Toutes ces femmes, Jacqueline Auriol, Elisabeth Boselli, Valérie André, Jacqueline Cochrane, toutes ont dû leur célébrité à cette injustice qui réserve l'aviation aux seuls hommes. Elles ne furent que des pilotes, comme les autres. Et c'est bien ce que pensait Jacqueline Auriol en roulant vers le parking. Elle agissait et pensait en professionnelle, en pilote, tout simplement. Quand je me suis posée normalement et heureuse, et bien sûr, je savais que j'allais avoir tous les gens qui avaient préparé avec moi ce record et qui avaient été aussi essentiels que moi-même dans sa préparation et dans sa réussite. Je savais qu'ils allaient m'attendre et qu'ils allaient probablement être plus heureux que moi. Parce que moi, j'allais perdre cette espèce de moment fantastique qu'est l'amitié, la cohésion de l'équipe autour d'un record, tout spécialement. Et je suis sortie de l'avion. Alors vous les avez retrouvés comme ça, tous, et c'était eux? Voilà, je les ai retrouvés tous comme ça. C'est vrai, c'était eux. Eh bien, on était très heureux, et Madame Auriol m'a demandé un peigne pour se coiffer. Ah bon. C'était un ouf de soulagement parce qu'on craignait toujours d'avoir le petit pépin qui nous empêche de poursuivre les vols jusqu'à ce que le record soit obtenu. Ah, on était soulagés parce que malgré tout, oui, après tout le match qu'on avait pu se donner, et puis c'est quand même une grande satisfaction parce que malgré tout, on a tous participé autant les uns que les autres à cette opération, quoi, à ce record, quoi. Qu'aurais-je fait si vous n'aviez pas été là? Enfin, j'aurais rien fait du tout, ça sûrement. Vous n'avez pas l'impression qu'elle est un peu trop modeste dans tout ce qu'elle a dit là? Ah, elle est toujours trop modeste, bien sûr qu'elle est toujours trop modeste. Jacqueline Auriol, l'un des meilleurs pilotes du monde. Bonjour. Mais enfin, il faut bien dire qu'en aviation, l'image traditionnelle de la femme, c'est l'hôtesse de l'air. Avec ses longues jambes fuselées, son uniforme et son sourire, elle va attirer la clientèle masculine à bord des avions. Ces avions, ce sont d'abord, juste après la guerre, les Douglas DC-4 et DC-6. Puis le Constellation, toute une époque. Celle des premiers longs courriers sur New York, celle du Parisien spécial, le rêve des années 50. Ces lignes connaissent un tel succès qu'on songe très vite au transport de masse. Alors là, tenez-vous bien, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Les Anglais construisent en 1949 le Bristol Brabazon. Il pèse 131 tonnes. Il faut 8 moteurs de 2500 chevaux pour tirer l'énorme machine. Car c'est le problème de l'époque, on n'a pas de moteur assez puissant.
où Brabazon sera vite abandonné. Une catastrophe financière. Ce qui ne décourage pas les Anglais. Ils sortent en 1952 un énorme hydravion, le Saundersroe Princess. 150 tonnes, 10 moteurs de 3800 chevaux. Mais quelle idée, un hydravion, alors que la formule est démodée depuis longtemps. Le Princess, un bel engin, mais une autre catastrophe financière. Dans le genre, le pire sera cet hydravion géant américain. 200 tonnes, une immense carcasse de bois prévue pour 700 passagers. Il a coûté 25 millions de dollars à Howard Hughes. C'est cher, même pour un milliardaire comme Hughes, qui va piloter pour la première et la dernière fois son incroyable machine. Un vol de 2000 mètres, c'est tout. Depuis 30 ans, le Hughes 200 pourrit dans un hangar. Les Anglais, toujours à la pointe du progrès, se lancent très tôt, on peut dire trop tôt, dans le transport à réaction. Le de Havilland Comet sort d'usine en 1949. Le 27 juillet, le pilote d'essai John Cunningham décolle pour la première fois. Après 3 ans d'essais très approfondis, l'avion est au point et il est commandé par les grandes compagnies aériennes du monde. La BOAC, les lignes internationales britanniques, mettent 9 comètes en service dès 1952. Ils volent à 800 km/h. C'est un triomphe. Hélas, un an plus tard, un comète s'écrase à Calcutta. Un autre à Rome, un troisième plonge dans la Méditerranée. John Cunningham. I found it very difficult to understand at all what had happened. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qui avait bien pu arriver. Il y avait eu tellement d'essais de structure avant le premier vol du Comet. Et dans le programme d'essai, nous avions été vraiment jusqu'au bout. Il faut pourtant repartir à zéro. Chez de Havilland, on accuse le coup et on se met au travail. Une cellule de comète est installée dans une vaste citerne, soumise à des pressions de plus en plus grandes. On découvre la cause des accidents. Le métal, à la hauteur des hublots près des ailes, n'a pas résisté à la pression de ce qu'on appelle la pressurisation de la cabine, c'est-à-dire le rétablissement d'une atmosphère normale aux hautes altitudes où volait l'avion. I think the relative safety of today's aircraft owes an enormous amount to Je pense que la relative sécurité des avions d'aujourd'hui doit beaucoup à l'énorme travail que nous avons fourni pour comprendre ce qui avait causé la rupture du métal. Tous les avions construits depuis, que ce soit en Angleterre, en Europe ou aux États-Unis, ont bénéficié des enseignements de cet accident. Que voulez-vous dire par relative sécurité ? La connaissance des règles de sécurité dans la pressurisation de la cabine et comment doit être construite la structure. Que voulez-vous dire par relative ? Vous avez dit relative sécurité. Vous auriez pu dire l'absolue sécurité. Non, c'est très difficile d'avoir une sécurité absolue. Ça n'existe pas. Je préfère parler de relative sécurité. Ce sont les Russes qui gagnent la première manche dans l'avènement du transport à réaction. En 1955 apparaît le Tupolev 104. Ce qui stupéfie les Occidentaux, c'est la puissance des réacteurs. Alors que ceux du Comet développent à peine 2 tonnes, ceux du Tupolev ont près de 10 tonnes de poussée. Les Russes ont pris une nette avance dans ce domaine. Il faut dire que cette avance, elle vient de recherche militaire. Et le Tu-104 conserve un aspect étrange pour un avion civil, avec ce nez vitré, dans lequel le navigateur a un peu des allures de bombardier. Et ce sont les Français qui remportent la seconde manche, avec un coup de génie, Caravelle, qui fait son premier vol le 27 mai 1955, ici, à Toulouse. 2 réacteurs à l'arrière de l'avion. Cela paraît simple, c'était une véritable révolution. Les avantages de la formule, stabilité, silence. Et l'élégance, la beauté de cet avion frappe tous les esprits.
C'est le premier succès d'un avion commercial en France depuis la guerre. 271 Caravelle construits. 35 compagnies aériennes de 27 pays différents l'utilisent dans le monde. Oui, un beau succès pour Sud Aviation, devenu depuis l'aérospatiale. Un beau succès pour cet homme, l'ingénieur Pierre Satre, le père de Caravelle. En fait, le père, on est plusieurs pères, et en particulier tous mes amis, vieux amis, M. Escola, M. Duguay, M. Damas, et beaucoup d'autres qui ne sont pas là ce soir. Mais alors c'est vous, l'équipe de la Caravelle? L'équipe, voilà l'équipe. Eu l'idée, en discutant sur une table à dessin comme celles qui sont là, ça a eu l'idée de sortir deux réacteurs. Et ça nous a donné ce dessin qui est là et qui date du mois de septembre 1951. Là, c'était l'invention des réacteurs en poudre. Et je me rappelle un journal américain, voyant des photos de Caravelle, avait dit « Ils font à Toulouse ce que le monde entier fera demain. » C'est vrai. À la suite du triomphe de Caravelle, tous les constructeurs du monde mettent leurs réacteurs à l'arrière des avions. Chacun de ces constructeurs paye une redevance à l'aérospatiale. Ainsi naît toute une série d'avions qui imitent Caravelle. Le Dac 111, le Douglas DC-9, l'Ilyushin 62, le Vickers VC-10 et bien d'autres. Mais surtout, on peut se demander pourquoi la France n'a pas construit tous ces avions. Une occasion magnifique a sans doute été manquée. Et ce sont les Américains qui remportent la troisième manche, la belle. Ce sont eux qui gagnent la course à la réaction. Le 15 juillet 1954 glisse dans le ciel, dans sa belle robe rouge et jaune, le prototype du Boeing 707. Ce quadri-réacteur emmène 150 passagers à 900 km/h au-dessus de l'Atlantique. Il va radicalement transformer l'idée même du transport aérien. Adopté par toutes les compagnies du monde, le 707 va d'un seul coup raccourcir la planète. Le temps d'un film, et voici New York. Qui l'eût cru? Un cinéma volant, à 10 000 mètres. Après, tout va très vite. Boeing construit en un an le plus gros de tous les avions, le 747. Avec lui naît le transport de masse, 400 passagers. D'autres Jumbo vont le suivre dans le ciel. Le DC-10, le Tristar, le merveilleux Airbus. Une nouvelle révolution. Avec tous ces avions, un décor nouveau est apparu. Les temples de verre et d'acier des années 60, où notre civilisation de la vitesse adore le dieu des voyages. Orly, Kennedy, où les playboys du jet set, chers à Françoise Sagan, vivent dans le luxe un rêve de roman photo. Mais c'est vrai aussi que tout a changé. En ce temps-là, avec l'arrivée de la télévision, le développement extraordinaire des télécommunications, le monde s'est vraiment transformé d'un seul coup. Voilà ce que l'aviation avait fait. Voilà ce qu'elle était devenue. Où elle était. Le vol vertical, s'affranchir des pistes, des aérodromes coûteux. Dès le début des années 50, Convair aux USA avait tenté sans grand succès de faire voler ce monstre à hélice. Les Anglais avaient suivi avec le leakage volant. C'est ainsi qu'était surnommé ce banc d'essai de Rolls-Royce. 2 réacteurs et de la ferraille. Les Russes, ensuite. Yuri Gernaïev, l'un des plus audacieux pilotes d'essai soviétiques, va s'attaquer aux turbolettes. Même principe, un turboréacteur dirigé vers le sol.
Guernaïev. C'est en France qu'il va mourir, quelques années plus tard, à bord d'un hélicoptère, en combattant un incendie de forêt. Les enseignements du Turbolette amèneront les Russes à construire un chasseur à décollage vertical. En France, la Snecma se lance dans l'aventure, avec cet attard volant, au résultat incertain. Dassault construit le Balzac, une version du Mirage avec 8 réacteurs verticaux dans le fuselage. Une solution compliquée. L'appareil n'ira pas loin. Les Anglais continuent de leur côté avec le Hawker Harrier, qui a des débuts difficiles. C'est pourtant lui qui réussira. Il sera construit en série pour la Royal Air Force et même, consécration extrêmement rare, pour les États-Unis, qui formeront avec lui des escadrilles à décollage vertical. Quel étrange spectacle. Verra-t-on un jour les avions décoller du centre des villes, comme ce Harrier à New York? Il faudra résoudre d'abord le problème du bruit, et ça n'est pas pour demain. On a aussi beaucoup rêvé pendant toutes ces années à l'aile volante, une vraie idée de science-fiction. Aux États-Unis, dès 1950, John Northrop construit son B-49, un bombardier à 8 réacteurs. Quand on voit ces films d'essai, cette aile de 60 mètres d'envergure, qui pèse 100 tonnes, on a devant soi un témoignage sur une recherche extraordinaire. Mais c'était sans doute trop tôt. Les services officiels américains décidèrent très vite l'abandon du projet, comme si l'idée leur faisait peur. Un coup terrible pour ce très grand ingénieur et constructeur qu'était M. John Northrop. Nous avons reçu un ordre très inhabituel. Tous les prototypes devaient être détruits. On a dû les découper en morceaux et les vendre à la ferraille. Est-ce que ce n'est pas le plus grand regret de votre vie? La réponse est oui. C'est le plus grand regret de ma vie. On aurait pu en faire un avion de transport bien plus intéressant que tout ce que nous connaissons aujourd'hui. On aurait pu, on aurait dû, l'aviation serait peut-être autre, mais qui sait? Elle a continué dans d'autres voies, vers d'autres limites. Le X-15, 3 octobre 1967. Au-dessus de la Californie, il monte vers la stratosphère. Sur le cadran du Mach-mètre, des chiffres jamais atteints. « 7170 km/h, 108 000 mètres d'altitude. L'aviation a rejoint l'espace. Mai 1976, une base aérienne en Union soviétique. La plupart des avions portent le sigle Antonov. De gros avions, des transports de matériel, de troupes. Il y a même l'un des plus grands avions du monde, l'Anté, 230 tonnes. Si nous vous montrons ces avions maintenant, c'est que l'homme qui les a imaginés, qui les a dessinés, qui les a construits, est peut-être l'un des derniers grands constructeurs de l'histoire de l'aviation. Il s'appelle Oleg Antonov. Combien d'avions Antonov vole dans le monde? À peu près 14 000. C'est extraordinaire, non? Vous êtes fier, vous êtes heureux? Qu'est-ce que... Je suis heureux, oui.
Fier, pas encore. Il faut travailler encore. Et celui-là, c'est votre dernier né, n'est-ce pas? Oui, c'est le Han 28. C'est un petit avion à DAC. C'est-à-dire avion à décollage et Et atterrissage, atterrissage court, oui. Oui, c'est très utile. S'il vous plaît. Nous marchons dans la soute de la paroi. Et maintenant, voilà le poste de pilotage. C'était ça, le bonheur de construire des avions. Avoir l'idée d'une machine et un jour monter dedans pour la première fois. C'était, car ça n'est plus du tout comme ça que ça se passe. La disparition de grands constructeurs, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Nous rappelons très bien de Louis Blériot, Farman, Louis Breguet, Douglas, etc. Et maintenant, il y a des firmes internationaux. Je ne sais pas qui construit les avions. Qui construit les avions aujourd'hui? Les ordinateurs. Des machines construisent d'autres machines. Pas étonnant que tous les avions se ressemblent. On pose des questions à l'ordinateur, on lui donne des paramètres, et dans tous les pays du monde, il donne les mêmes réponses. Alors, quel peut être encore le dernier rêve d'un grand constructeur? À quoi rêvez-vous? Un petit avion de 16 chevaux. Pour voler moi-même à la campagne. Avec moins de bruit. Un autre grand constructeur soviétique, Andrei Tupolev, finissait sa vie dans sa datcha, près de Moscou. Avec son fils Alexis, il avait encore eu la force de s'attaquer au transport supersonique. Et le jour de l'an de 1969, il venait assister au premier vol du Tupolev 144. Lui qui avait travaillé avec Joukovski au début du siècle, il avait vu cela avant de mourir. Aujourd'hui, de Paris et de Londres décollent tous les jours Concorde. En 70 ans, depuis ce matin de décembre 1903, où Wright a volé pour la première fois, quel chemin parcouru. De cette frêle machine de bois et de toile de 200 kilos, qui arrive à peine à se tenir en l'air, à ce géant merveilleux de 180 tonnes qui vole à 2300 km/h. Quelle belle histoire, n'est-ce pas? Et elle est loin d'être terminée. C'est cela qui la rend si passionnante. Sous nos yeux, en 3 générations, nous avons vu changer les formes toujours plus fines et belles. Nous avons vu les vitesses multipliées par 10, par 100. Dans le confort et le silence de ces paquebots supersoniques, nous pouvons rêver à ce qu'elle sera demain, l'aviation. Elle ne nous décevra pas, elle nous étonnera toujours.